Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Quelques petits ennuis techniques au début de ce journal, mais je pense qu'ils seront vite résolus. Voilà, tout marche. Les perspectives de paix au Vietnam avaient fait un peu oublier le Proche-Orient. Il est vrai qu'Israël et les pays arabes semblaient avoir calmé leurs ardeurs guerrières. Il a fallu un nouveau détournement d'avion, celui d'un Boeing de la Lufthansa, par des commandos palestiniens, pour remettre le feu aux poudres. À 2 reprises aujourd'hui, l'aviation israélienne est passée à l'attaque en territoire syrien. Première attaque ce matin contre 4 bases de Fedaïn dans un rayon de 20 km autour de Damas, la capitale de la Syrie. Le bombardement du camp d'Ain al-Sokhneh, que vous voyez sur la carte, aurait fait à lui seul 17 victimes. Deuxième attaque cet après-midi contre un camp de blindés à proximité de Homs. Les forces syriennes ont riposté en ouvrant le feu contre des bases israéliennes près de la frontière entre les deux pays, mais sur cet incident, on n'a que peu de détails jusqu'à présent. Conséquences militaires donc de l'affaire du Boeing détourné, conséquences diplomatiques aussi avec la détérioration brutale mais prévisible des rapports entre Israël et l'Allemagne de l'Ouest. Le gouvernement israélien n'admet pas que les autorités allemandes aient cédé au chantage des pirates de l'air palestiniens. Voici la position officielle de Tel Aviv exprimée par l'attaché de presse de l'ambassade israélienne à Paris. Je pense que la réaction a été suffisamment donnée en Israël aujourd'hui même. On manifeste un mécontentement très profond. J'ajouterai seulement 2 choses. D'abord que les autorités allemandes, je ne sais pas comment ils auraient dû réagir, mais de toute façon, elles auraient pu prévenir ce qui est arrivé. Elles savaient qu'une chose pareille allait arriver. Elles auraient pu prendre du moins des mesures de précaution dans les avions de la Lufthansa, comme fait El Al sur ses avions, comme fait la TWA et d'autres sociétés sur leurs avions. C'est déjà une chose qu'ils n'ont pas fait. Résultat, que ce qui est arrivé est considéré dans le monde arabe avec beaucoup de joie comme une très grande victoire. Même un journal du soir à Paris aujourd'hui décrit cette affaire comme une victoire arabe, une victoire palestinienne. Donc c'est précisément ce qu'il fallait pour que ce genre d'acte terroriste devienne boule de neige. Estimez-vous que le gouvernement israélien ait le droit d'avoir une réaction en face d'une affaire qui, malgré tout, dans les faits, ne le concerne pas, puisqu'il s'agit des Fedaïn d'un côté et du gouvernement allemand par ailleurs? N'oubliez pas que ces Fedaïn-là ont assassiné des athlètes israéliens. Ça déjà. Ensuite, n'oubliez pas que l'idéologie de ces Fedaïn-là, c'est la destruction physique et totale de l'État d'Israël. Donc, c'est vrai qu'ils visent un peu tout le monde, ils tuent un peu tout le monde, ils prennent des otages un peu tout le monde, et ils massacrent des portoricains pèlerins catholiques à l'aéroport de Lod, si vous voulez, mais on vise d'abord Israël. Et après ce qui vient d'arriver hier, il est de plus en plus clair qu'Israël a de moins en moins de choix et a de plus en plus le devoir de se défendre lui-même et de lutter contre les terroristes plus que jamais par lui-même. C'est-à-dire que l'opération d'hier va entraîner des représailles de la part du gouvernement israélien? Il ne s'agit pas de représailles. J'ai jamais entendu parler qu'une police prenne des représailles contre des criminels. La police lutte contre les criminels et Israël va lutter contre les terroristes parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et il n'y a pas d'autre moyen que de les toucher là où ils sont. Ils sont pour le moment, pour la plupart, dans des bases d'entraînement en Syrie, au Liban, en Libye, parfois en Égypte. On ne peut le toucher que là où ils sont. La colère est telle en Israël que certains journaux sont allés aujourd'hui jusqu'à soupçonner les autorités allemandes de s'être débarrassées de leurs prisonniers palestiniens pour éviter d'avoir à les juger. Aujourd'hui, des manifestations hostiles se sont déroulées devant l'ambassade d'Allemagne en Israël. À Bonn, Gérard Saint-Paul nous dit quelles sont les réactions en Allemagne au lendemain de cette affaire. Il n'y aura pas de débat politique en Allemagne fédérale autour de ce que l'on appelle déjà le 2e acte et le final de la tragédie de Munich. Il n'y aura pas de controverse car tout le monde est d'accord pour estimer ici que cette décision d'hier était l'unique solution. La réponse officielle du gouvernement Brandt aux accusations israéliennes est celle-ci en substance. Nous avions cette fois entière liberté de manœuvre. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Nous ne sommes pas impliqués dans le conflit israélo-arabe. Nous avons pris nos responsabilités. Pourtant, les relations entre Israël et la République fédérale d'Allemagne sont un domaine fragile, patiemment conquis et consolidé, tout en nuances. Le moindre faux pas peut tout remettre en question. Mais Bonn et Willy Brandt ont accepté ce risque en pensant les diplomates, après tout, feront le reste. Ils arrangeront cela. Le ministre des Affaires étrangères, M. Walter Scheel, mettra tout en œuvre pour y parvenir. L'opinion allemande, d'une façon générale, est satisfaite du résultat obtenu hier. Les journaux allemands écrivent aujourd'hui, même si tout cela est bien décevant,
Personne ne peut accuser le gouvernement Brandt d'avoir cédé à la menace. Mais certains aussi s'interrogent, ces terroristes enfin ne tombent pas du ciel, ils viennent bien de quelque part. Alors, dit-on aussi parfois, Willy Brandt ferait bien de reconsidérer ses relations avec certains pays arabes. C'est à Francfort, après bien des péripéties, que s'est terminée cet après-midi l'odyssée du Boeing de la Lufthansa. Les 13 passagers et les 7 membres de l'équipage ont été relâchés sains et saufs, mais ils ne sont certainement pas prêts d'oublier les 4 heures passées hier au-dessus de l'aéroport de Zagreb, en Yougoslavie. L'aventure pour les passagers et l'équipage du Boeing 727 de la Lufthansa s'est terminée hier soir à Tripoli, après plusieurs heures d'angoisse au-dessus de l'Europe et de la Méditerranée. À leur arrivée à l'aéroport, les 2 auteurs du détournement ont été immédiatement emmenés en voiture vers une destination inconnue. Les 13 passagers ont passé la nuit, ainsi que l'équipage, dans un hôtel de la capitale libyenne. Quant aux 3 Palestiniens, libérés hier par les autorités allemandes, devant la menace du commando Fellahin, ils ont tenu une véritable conférence de presse racontant leur libération. Après une escale à Rome, l'avion de la Lufthansa est arrivé cet après-midi à Francfort, sa destination initiale. Seuls 3 passagers se trouvaient encore à bord. Dans une conférence de presse, le PDG de la compagnie allemande, M. Kuhlmann, a déclaré que nul n'aurait pu prendre d'autres décisions et ne pas accepter les conditions des pirates pour sauver la vie des otages. La paix au Vietnam, ce n'est pas encore pour demain. La Maison-Blanche a fait savoir cet après-midi que les États-Unis ne signeraient pas, mardi, demain donc, l'accord en 9 points révélé la semaine dernière par les Nord-Vietnamiens. De leur côté pourtant, les communistes vietnamiens, soviétiques et même chinois continuent à faire pression sur Washington pour que le cessez-le-feu soit proclamé avant la fin du mois. En définitive, dans le camp communiste, c'est le GRP qui a la position la plus dure. Madame Bean, son porte-parole à Paris, a dit cet après-midi à Christian Bousquet les conséquences que pourrait avoir le refus américain de signer demain. L'administration Nixon doit endosser l'entière responsabilité, non seulement de ce que l'accord n'a pas été signé, mais de ce que la guerre continue toujours avec toutes les souffrances de notre peuple et aussi du peuple américain. Et dans ce cas, eh bien, nous n'avons qu'une seule voie pour nous, le peuple vietnamien, c'est de continuer encore notre combat. Et conséquence sur le plan politique, est-ce que vous accepterez que la délégation de Hanoï rencontre à nouveau M. Kissinger et qu'il discute et même modifie un ou plusieurs points du plan de paix en 9 points? Je vous ai dit déjà que le contenu de l'accord a été discuté et mis d'accord entre le parti américain et la République démocratique du Vietnam avec l'assentiment de notre gouvernement. Et dans cet accord, nous avons fait preuve des efforts les plus grands en vue de parvenir à cet accord-là, à ce règlement politique. Et je pense que maintenant, le problème se pose si M. Nixon a le réel désir de mettre fin à la guerre ou non. Réaction sud-vietnamienne à cette déclaration de Mme Bean, c'est le porte-parole de la délégation du Sud-Vietnam à Paris qui parle. Au lieu de donner des conférences de presse à tour de bras, je le cite, le côté communiste ferait mieux de discuter de façon constructive avec nous pour régler les derniers problèmes en suspens. Les Canadiens donnaient aujourd'hui le coup d'envoi d'une série d'élections qui se terminera en France en passant par les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest. Au Canada, il n'y a guère de suspense. Le parti libéral du Premier ministre actuel, M. Trudeau, devrait conserver à l'Assemblée une majorité confortable. En fait, la seule question, ou presque, est de savoir comment va se comporter l'électorat francophone québécois. Pour la première fois depuis le sommet de Paris, les ministres des Finances du marché commun élargi se sont retrouvés cet après-midi à Luxembourg. Ils ont pour mission de transformer en mesures concrètes les bonnes résolutions prises il y a une dizaine de jours à Paris. L'objectif prioritaire de cette réunion à Luxembourg est de mettre au point un plan de lutte contre l'inflation. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Luxembourg, Patrice Duhamel, il a suivi les travaux et va nous dire ce qu'il faut en retenir. Les 250 millions de consommateurs de l'Europe élargie le savent bien. Dans chacun des 9 pays membres, la hausse des prix sévit partout. Elle rogne leur pouvoir d'achat et met en péril l'équilibre économique. En un an, les prix ont grimpé de 7% aux Pays-Bas, de 6% en France et au Danemark,
de plus de 5% en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique. La lutte doit donc être menée en commun. C'est dans ce but que depuis 3 heures cet après-midi, les 9 ministres des Finances sont réunis ici, à Luxembourg, au centre des communautés européennes, au premier étage du palais du Kirchberg. Chacun est d'accord sur le but à atteindre, les difficultés interviennent lorsqu'il faut définir les moyens d'action. Car si l'inflation frappe partout, le décor n'est pas le même. En Grande-Bretagne ou en Italie, par exemple, la hausse des prix s'accompagne d'un chômage important, ce qui interdit des remèdes trop brusques. Face à ces situations diverses, les ministres des Finances vont essayer de jouer sur plusieurs tableaux après avoir examiné différentes propositions. D'abord, réduction de certains droits de douane pour des produits tels que la viande ou les fruits et légumes. Il s'agira de développer l'approvisionnement sur ces marchés de pénurie et de rendre moins chers certains produits en provenance des pays tiers. Pour obtenir le même effet, une autre proposition consiste à modifier certains règlements afin de favoriser quelques importations, la viande à nouveau ou les pommes de terre, dont le prix a doublé en un an. Pour évoquer ces problèmes, les ministres de l'Agriculture, rassemblés également ici pour poursuivre la progression de l'Europe agricole, rejoindront sans doute leurs collègues des Finances. Et puis, pour donner eux-mêmes l'exemple, les 9 délégations vont peut-être recommander au gouvernement de faire preuve de la plus grande rigueur sur le plan budgétaire et sur le plan monétaire, afin de limiter au maximum le développement du crédit, par exemple. La discussion s'est donc engagée cet après-midi autour de ces grands thèmes. Les résultats qui intéressent tous les consommateurs seront considérés comme un test positif. Il prouverait, 10 jours après la conférence au sommet de Paris, que désormais, sur un terrain aussi délicat que la lutte contre la hausse des prix, les 9 pays membres de la communauté élargie sont prêts désormais à poursuivre le même chemin. Luxembourg, 24 heures sur la une. L'actualité sociale, patrons et syndicats de la métallurgie parisienne se sont rencontrés ce matin pour établir le calendrier de leurs négociations sur les salaires. Premier rendez-vous le 7 novembre pour l'examen d'un problème qui intéresse 700 000 métallos. La retraite à 60 ans, vous savez que c'est un des grands objectifs sociaux des syndicats, un objectif que le gouvernement s'efforce d'atteindre progressivement. Ainsi, depuis cet été, pour être reconnu inapte au travail et pour bénéficier d'une retraite anticipée pleine et entière à partir de 60 ans, le salarié doit être atteint d'une incapacité de travail de 50% au lieu de 100% auparavant. Il restait à faire entrer cette mesure dans la pratique. François Gault fait le point sur les démarches à accomplir. Si l'on veut bénéficier de la pré-retraite pour inaptitude au travail, il faut avoir au moins 60 ans. La nouvelle loi sur l'inaptitude, est applicable depuis le 1er juin 1972, mais en fait elle concerne toutes les demandes déposées au titre de l'inaptitude depuis le 1er janvier 1972. La loi précise que peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50% médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le dossier médical devra donc comprendre essentiellement 2 pièces. La première, c'est un rapport établi par le médecin traitant. Un rapport sur l'état général et sur la réduction de capacité de travail du demandeur. En plus, ce dernier doit emplir une déclaration sur les emplois qu'il a occupés jadis et notamment pendant la guerre. La seconde pièce, c'est un autre rapport établi par le médecin du travail sur le dernier emploi occupé par le demandeur et sur les nuisances qui pouvaient alors entourer son poste de travail. Si vous êtes concerné, pratiquement, que faut-il faire? Alors, lorsque l'assuré estime qu'il doit demander sa retraite anticipée pour inaptitude, il écrit à la caisse qui lui demandera des pièces administratives, mais du point de vue médical, lui enverra les 2 certificats, la fiche du médecin du travail et le certificat réservé au médecin traitant. Il les renverra à la caisse dans les enveloppes marquées secret médical confidentiel qui lui ont été remises également. Le service administratif les transmettra au contrôle médical de l'inaptitude et nous le convoquerons dans les semaines qui suivront, à moins évidemment qu'il s'agisse d'un cas où l'inaptitude est flagrante. Rappelez-vous bien, 60 ans au moins,
ainsi que 50% d'inaptitude au travail reconnue médicalement. Telles sont les deux conditions principales qui ouvrent droit à la pré-retraite pour inaptitude au travail. La route. L'accident le plus spectaculaire du week-end de la Toussaint s'est produit hier soir sur l'autoroute de Normandie, l'autoroute A13, près de l'échangeur de Gaillon dans l'Eure. Un carambolage entre une dizaine de voitures a fait 2 morts et 8 blessés graves, dans des circonstances qui restent inexpliquées. Le temps, beaucoup moins pluvieux qu'on ne le craignait, n'a pas empêché que l'on se tue sur les routes. Bilan provisoire de ce week-end de la Toussaint, 119 morts et 980 blessés. 48 heures après le cambriolage record de la poste de Mulhouse, 2 enquêtes ont été lancées parallèlement. Les policiers recherchent les gangsters qui ont fait le coup, tandis qu'un inspecteur de la direction centrale des PTT s'efforce, lui, d'établir les responsabilités éventuelles de l'administration. Il est apparu en effet, pour aussi surprenant que cela puisse être, qu'une vingtaine de personnes au moins connaissaient les différentes combinaisons permettant d'ouvrir les coffres-forts. Le point de l'enquête par les reporters de notre station de Strasbourg. Face au mutisme des policiers dans cette affaire, seules les circonstances du vol ont pu être établies. Aucune trace d'escalade ou d'effraction n'a été relevée, les voleurs avaient, c'est évident, les clés de la maison. Ils ont débranché le système d'alerte pour en toute tranquillité ouvrir les portes de la chambre forte et du coffre-fort dont ils connaissaient la combinaison. Après avoir dérobé le milliard, ils ont même laissé dans les caisses quelques 2 millions de francs en billets neufs, la paye du personnel des PTT. Pour l'instant, une certitude, les voleurs avaient des complices à l'intérieur de la poste. Et on a commencé hier par interroger les 26 personnes qui connaissaient ou qui étaient susceptibles de connaître la combinaison du coffre. Parmi ces personnes, nous avons un petit noyau constitué par 4 à 5 qui sont plus spécialement suspectes que les autres. Et ce sont ces personnes plus spécialement suspectes qui sont susceptibles, le cas échéant, si nous avons de la chance, de nous mettre sur la piste. Étant observé que ce ne sont pas, qu'il ne s'agit pas de parler au sens journalistique du terme de suspect concernant l'équipe qui a fait ces cambriolages hors série, mais ce sont simplement des gens qui sont susceptibles de nous mettre sur l'une ou l'autre piste qui aboutira peut-être, si l'enquête se déroule conformément à nos souhaits, naturellement, qui aboutira à quelque chose, à une direction sérieuse sur laquelle nous mettrons une nouvelle fois le maximum de moyens disponibles. Mais depuis hier, l'enquête est au point mort. Même le témoin numéro 1, cet ancien postier qui travaillait au service des coffres, a comme les autres gagné son domicile. Depuis, les policiers ont décidé d'être très discrets. On sait cependant que les interrogatoires vont se poursuivre et s'étendre à tout le personnel des postes. C'est maintenant un travail de routine qui commence. Oui, et nul doute que l'enquête sera longue et difficile. Le thermalisme de la belle époque a vécu. Le ministère de la Santé publique a décidé de transformer les stations, qui accueillaient les élégantes, en de véritables centres de soins. Exemple les nouveaux thermes d'Aix-les-Bains, qui ont été inaugurés aujourd'hui, après avoir été entièrement rénovés. Un reportage à Aix-les-Bains. En France, tous les ans, ils sont 500 000 qui reçoivent de l'eau, l'apaisement de leur douleur ou de nouveau le bon fonctionnement de membres atteints. En 1971, à Aix-les-Bains, près de 40 000 personnes sont venues 21 jours, le temps d'une cure thermale. J'ai eu une fracture du poignet, fracture de l'humérus, fracture ouverte, déchirure d'épaule. Et naturellement, après hospitalisation, on m'a recommandé le traitement thermal. J'ai des résultats merveilleux depuis 3 semaines où j'ai commencé à cuire. Alors en quoi consiste votre traitement ici? J'avais le bras complètement ankylosé et le moniteur fait faire les mouvements de rééducation, c'est-à-dire de traction, d'épaule, du bras, de la main. Quand vous êtes arrivé ici, vous ne pouviez pas bouger le bras? Pas du tout. Très peu. La rééducation des traumatisés, comme ce malade que nous voyons évoluer dans l'eau, représente une indication de plus en plus importante, hélas, du fait de la multiplication des accidents de la route, des accidents sportifs et des accidents du travail. Mais, en dehors de cette technique qui nous rend de très grands services, nous avons à Aix-les-Bains en fonctionnement 22 techniques de soins, dont l'une des plus importantes est la douche-massage. Cet arrosage du corps tout entier, avec un massage exécuté par 2 masseurs ou masseuses, représente un traitement général très précieux qui s'adresse aux malades qui présentent de multiples lésions rhumatismales, des rhumatismes dégénératifs ou plus familièrement de l'arthrose. Et puis, à côté de celle-ci, les applications de goût qui sont pratiquées dans la plupart des stations thermales représentent un élément antalgique très important.
Docteur, est-ce que vous notez une évolution du type de curiste? Oui, il est bien évident que depuis une quinzaine d'années, le thermalisme ayant pris une place importante dans la gamme des thérapeutiques médicales, le thermalisme donc s'adresse à des gens de plus en plus jeunes parce que son efficacité thérapeutique est évidente. Après la belle époque où il était de bon ton d'aller passer quelques jours aux eaux, avec la disparition d'une certaine mode, le thermalisme se retrouve en difficulté. Pendant 20 ans, c'est le pain noir des villes d'eau. Les grands hôtels se vendent en copropriété. Il faudra attendre la sécurité sociale. Le thermalisme redécouvre alors sa véritable signification. Soigner. Il devient social. Le thermalisme social est un thermalisme de base, et puis il y a un complément qui répond à des besoins de la vie moderne. C'est l'évolution des villes d'eau, des villes thermales. C'est l'évolution des villes thermales, et notamment celles de l'étranger. Nous avons des chiffres, et ils sont d'environ 300 000. C'est-à-dire que 300 000 Français vont se soigner à l'étranger. C'est ça. Et cela tient à quoi? À l'étranger, il y a peut-être une protection d'accueil supérieure à la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous voulons construire ce complexe thermal et hôtelier. Aujourd'hui, un nouvel établissement thermal pouvant recevoir 12 000 curistes par jour. Demain, un complexe touristique et hôtelier qui en sera l'environnement. D'autres élégantes, celles du temps présent. La dernière page de ce journal est réservée aux femmes, ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont plus qu'à tourner le bouton. La mode féminine, après tout, intéresse tout le monde. Les salons de prêt-à-porter viennent d'exposer plus de 500 000 modèles de robes, pantalons, manteaux et même de maillots de bain. C'est en effet en ce moment que les détaillants achètent les vêtements qu'ils proposeront à la clientèle féminine au printemps prochain. Vous allez apprendre avec ce reportage de France Roche que la femme des beaux jours portera beaucoup moins la culotte. On ne pourra plus chanter avec mon blouson, je ressemble à un garçon. La cosmonaute est repartie pour la Lune et nous laisse à sa place une sirène, vêtue surtout de robes. Nous serons d'exquises créatures, on nous le jure, si nous voulons. Les chapeaux, ces grands oubliés, reviennent. Et puis la broderie. Les volants. Du cou au genou. Les fronces. Les manches larges. Les jupes encore plus larges. Les dentelles. Les manchettes. Et les nœuds du haut en bas. Même les imperméables s'ornent de smock et les tailleurs de fanfreluche. Les pantalons de fronce, les combinaisons de fleurs et le cuir de mancherons et de basques. Même le blue jean se fronce, se brode et devient propre. Combien ça coûte? Pour Mademoiselle A, qui est coquette, un peu beaucoup passionnément et qui n'a pas du tout d'argent, ou pour Madame B, qui a un joli appartement, une jolie situation et un joli compte en banque, ça dépend. Ces trois petits ensembles aux éléments interchangeables et coordonnés qui en font 9 valent pour Mademoiselle A 650 francs en tout, au retour du pantalon serré qui n'exclut pas la patte d'éléphant. Pour Madame B, ces trois ensembles modèle luxe 2008. 2 costumes ville et plage qui ne coûtent que 300 francs. Le même genre avec griffes prestigieuses 1800. Rayon robe d'hôtesse, celle-ci 300 chaque. Beaucoup plus ornée, 1000 francs chaque. Mademoiselle A déjeune avec son patron, costume manteau 700. Madame B s'en va en garden party 1200. Pour aller danser avec les copains, 500 francs chaque.
pour aller au gala de l'opéra, 1500 en moyenne. Enfin, pour les nuits d'été à Saint-Tropez, les dos nus, 350 francs la paire. 7 fois plus cher et moins décolleté, les deux robes, 2700 francs. Mais qui achètera la robe du soir en cuir à 3000 francs? Côté pratique, elle peut servir de robe de mariée, lavable et inusable, bien sûr. Il y en a vraiment pour tous les prix et pour tous les goûts. C'est Jacques Hébert qui vous présentera 24 heures dernière à 23h25. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, de passer une excellente soirée.